l'emploi, la fonction publique, la formation professionnelle au cœur de notre rubrique Invité Café. Ce matin, nous recevons la ministre en charge de ces domaines, Vanina Krolas. Yorana Corinne, tout est Yorana, Bienvenue Fatriha ce matin dans notre studio. Alors, une réaction d'abord par rapport à ce qui se passe au port autonome. On l'a entendu dans ce journal, vous êtes la ministre de l'Emploi, du Travail. Comment peut-on laisser travailler des agents dans de telles conditions? Alors, effectivement, la direction du travail a été sollicitée à plusieurs reprises pour intervenir sur les lieux. Et à chaque fois, la direction du travail a répondu présent à ces invitations, à ces réclamations même de la part des travailleurs d'abord. Alors, il faut savoir que les conditions de travail relèvent d'abord de la responsabilité des chefs d'entreprise. Mais effectivement, c'est un problème de conflit d'utilisation ou de gestion des flux de la zone qui est en jeu aujourd'hui, enfin qui est le problème aujourd'hui. Et effectivement, il faudrait qu'on puisse avoir une réunion avec le port autonome et l'ensemble des acteurs qui interviennent sur le lieu pour qu'on puisse organiser de la manière la plus sécurisante possible pour les salariés. Mais on peut effectivement déplorer encore une fois un accident sur les lieux. Et il faut absolument que ce problème soit réglé, mais de manière collective, avec l'ensemble des acteurs qui exercent sur les lieux. Un problème qui dure depuis des années. On va croiser les doigts pour que cette fois-ci, il soit enfin réglé. Alors, un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires du pays en catégorie D. Un sujet qui a été soulevé hier en commission de l'emploi à l'Assemblée. 1856 agents exactement concernés pour une enveloppe de 251 millions de francs. Une revalorisation de 12 à 5 points. On le voit que le pays est resté sur sa position. Alors, le pays, en tout cas, a respecté ses engagements, les engagements qui ont été pris, même si ça n'a pas fait l'objet d'un protocole d'accord, mais ce sont les engagements du président envers les représentants de la FRAP pendant les négociations, donc une augmentation de 10 à 20 points en commençant notamment par les premiers échelons des catégories D. Donc, c'est cet engagement qui a été respecté dans la limite des marges financières budgétaires dont on disposait, parce qu'en même temps que les catégories D, d'autres cadres d'emploi ont déjà fait l'objet d'une revalorisation. En tout cas, la décision a déjà été prise d'une revalorisation, et ce sont des revalorisations de droits, notamment les cadres d'emploi des infirmiers et des assistants socio-éducatifs, parce qu'aujourd'hui, ils sont toujours en catégorie B, alors qu'ils ont un niveau de diplôme de catégorie A, et devait donc être depuis quelques années déjà promu en catégorie A. Et donc il s'agit d'une réforme, d'une première étape de la réforme, mais nous poursuivons cette année un gros chantier de réforme de l'ensemble des cadres d'emploi. Nous allons donc revenir sur les catégories D pour voir de quelle manière on peut améliorer encore leur situation. Alors, dans un premier temps, on va dire que pour les 12 points, ça va concerner uniquement ceux qui sont au premier échelon, c'est-à-dire ceux qui ont été embauchés il n'y a pas si longtemps. Oui, ce sont ceux qui sont entrés il n'y a pas longtemps dans l'administration, et puisque ce sont eux qui subissent de plein fouet l'augmentation du coût de la vie. Et donc, c'est l'engagement du président qu'on puisse d'abord s'occuper des plus faibles revenus pour que, sans par contre remettre en question les rémunérations des catégories supérieures, parce qu'il s'agit en fait de rattraper un retard entre les plus faibles catégories et les catégories intermédiaires. Et ceux qui sont en catégorie D, qui s'approchent de la retraite, eux, c'est une revalorisation de 5 points, on est d'accord. Alors, Fatriha, 12 points, ça représente combien en plus sur le salaire pour un agent de catégorie D? Alors, c'est 12 700, puisque le point d'indice est à 1060. Donc, c'est 12 700 en brut. Et donc, quand on retire la CPS, il reste... Enfin, 10 000 à 11 000. Alors, nous avons rencontré hier des agents de la catégorie D qui étaient en formation. Plusieurs d'entre eux nous ont confié que les temps sont durs, le coût de la vie est trop élevé, ça on le sait. Dès que le salaire arrive, eh bien, il n'y a déjà plus rien. Pourtant, ce sont des agents qui sont proches de la retraite. Qu'avez-vous à leur dire, Fatriha? Alors, ils sont entrés dans l'administration avec un statut, et c'est ce statut qui régit l'ensemble des agents. Ce statut date de 1995, et effectivement, il est temps de le réformer, de le moderniser pour tenir compte de la situation actuelle, du contexte actuel de notre pays. Maintenant,
il ne peut pas quand même dire que le niveau de rémunération n'a pas augmenté, puisqu'il y a des grilles de rémunération dont bénéficient l'ensemble des agents de l'administration, avec des avancements périodiques en fonction de l'ancienneté dans l'administration. Donc voilà, c'est les règles qui s'imposent à tous et à tous les cadres d'emploi. Il y a une augmentation régulière des revenus liés uniquement à l'ancienneté. C'est même pas lié à la performance, c'est lié à l'ancienneté, ce que n'ont pas forcément d'autres salariés du secteur privé ou dans d'autres secteurs. Alors le texte a été étudié hier en commission, il passera quand en séance plénière? En principe, la session administrative devrait démarrer en avril, et donc c'est au mois d'avril que ce texte sera présenté en séance plénière. Alors le syndicat de la Frappe a assuré qu'ils ont suspendu leur mouvement de grève. Avec ce texte, vous pensez qu'ils vont être d'accord? Quelle sera votre stratégie pour éviter un nouveau conflit social? Alors, la stratégie pour éviter un conflit social, ça a toujours été le dialogue. Et on comprend parce que c'est vrai que la proposition qui a été faite par le gouvernement est bien loin de ce qu'eux, ils espéraient. Mais il faut comprendre également qu'au-delà des catégories D, il y a d'autres agents qui doivent être également pris en compte. Les catégories D sont importantes et c'est juste leur dire également que c'est juste une première étape de l'amélioration de la situation, mais pas seulement des catégories D, de l'ensemble des fonctionnaires de notre administration. Alors, heureusement que l'emploi affiche tout de même de très bons résultats. Si l'on croit les statistiques de l'ISPF, le taux d'emploi est à son plus haut niveau pour le second semestre de 2024. 3700 salariés en plus par rapport aux résultats obtenus en 2023, de bons résultats dus notamment au tourisme. Quelle sera votre stratégie pour conforter ces résultats cette année? Alors, effectivement, on peut saluer les bons résultats de 2024. On misait sur 3000 emplois minimum en plus. On a dépassé les objectifs que nous étions fixés. Et donc, vraiment saluer les acteurs économiques qui n'hésitent pas à recruter et donc qui de plus en plus font confiance en notre pays. Et nous sommes juste là en soutien pour l'emploi, donc, et essayer d'encourager les entreprises à recruter, mais dans les secteurs prioritaires du pays. C'est-à-dire l'agriculture, mais on n'y est pas encore, l'agriculture, les énergies renouvelables, le tourisme, ça reste un secteur prioritaire puisque c'est quand même le secteur qui rassemble le plus grand nombre en dehors de l'administration, le plus grand nombre de salariés. Donc ça reste un secteur qui doit être maintenu, consolidé, pour pouvoir justement venir développer les autres secteurs en soutien au tourisme. L'agriculture est un secteur très, très important, les énergies renouvelables. Si on doit justement faire de notre pays le pays d'excellence en termes d'environnement. Là, il y a du boulot, mais nous sommes, en tout cas, ce sont nos orientations. Et effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, l'économie numérique qui doit être également un levier de développement important pour notre pays. On fait de notre isolement et de notre éloignement de tout un atout plutôt qu'un obstacle. Alors, combien y a-t-il exactement de demandeurs d'emploi aujourd'hui en Polynésie? Alors, on ne peut pas se fier aux statistiques, aux personnes qui sont enregistrées au CEFI, puisqu'on n'a pas de caisse chômage. Donc, il n'y a aucune mesure d'incitation à venir s'inscrire au CEFI. C'est vraiment la bonne volonté des gens, ou bien l'envie de trouver quelque chose qui va... Là, aujourd'hui, on est à 10 000 demandeurs d'emploi enregistrés, 8 900. Quels sont les secteurs où on a du mal à trouver des ressources locales? Alors, c'est au niveau de l'administration, et je pense que c'est également au niveau du secteur privé, c'est tout ce qui est ingénieur dans le numérique, ingénieur informatique. On a du mal aujourd'hui, malgré bien que ce soit un métier, un emploi qui existe depuis longtemps, mais de plus en plus on a du mal. Les médecins, les praticiens hospitaliers, mais également les spécialistes en cybersécurité, puisque de plus en plus le numérique se développe, donc on a besoin de sécuriser le système et on a besoin de responsables en sécurité, mais également dans les métiers de l'environnement,
les experts en transition écologique, en agrotransformation. Mais on a toujours besoin aussi des agriculteurs, des pêcheurs, puisque ce sont des secteurs pour nous qui sont les plus importants, parce que ce sont les secteurs qui nourrissent notre population. On a toujours besoin, on a beaucoup besoin d'eux maintenant. Mais par contre, c'est vrai, on constate pas beaucoup d'attrait en fait de ces secteurs pour nos jeunes. Donc d'où la nécessité de revoir peut-être notre système scolaire pour qu'il soit plus tourné vers notre environnement, vers nos possibilités, vers le potentiel qu'offre notre pays, plutôt peut-être que vers des métiers support qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Donc une réflexion à ce sujet pourrait être envisagée. Alors qu'en est-il de l'exil de nos jeunes? Est-ce qu'ils sont toujours de plus en plus nombreux à partir à l'étranger, notamment pour le travail ou bien sinon pour leurs études? Qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? C'est un point positif. Il faut encourager nos enfants à aller, à partir après le bac pour les études. Ce qu'on déplore par contre, c'est le départ vers l'armée. Il y en a de plus en plus. Donc c'est la preuve qu'ils ne trouvent pas leur bonheur ici. Et d'où l'intérêt de vraiment mettre en place tous les leviers nécessaires pour que notre pays puisse se développer et de plus en plus trouver son indépendance économique et pour pouvoir et ça on a besoin de nos enfants, on a besoin de nos enfants bien formés et en bonne santé, et c'est tout le challenge qu'on s'est fixé depuis qu'on est aux affaires du pays. Alors justement, nos jeunes qui partent étudier à l'étranger, est-ce qu'ils sont sûrs lorsqu'ils reviendront? Est-ce qu'on est sûr de pouvoir leur trouver un travail? C'est le travail qu'on est en train de faire avec le ministère de l'Éducation au travers des bourses majorées, puisque là maintenant on a une liste de personnes dont on sait dans quel secteur ils sont partis se former, soit en métropole, soit au Canada ou dans d'autres pays. Et donc là maintenant on peut en fait les suivre et anticiper leur retour. Et ce travail n'a jamais été fait jusqu'ici. On a beaucoup d'enfants qui sont partis étudier à l'étranger ou dans l'Hexagone, mais on n'a aucune trace d'eux. Et aujourd'hui, on voudrait pouvoir les accompagner et les suivre pour que lorsqu'ils reviendront chez nous, ils puissent trouver un emploi. Donc ça suppose une anticipation des départs à la retraite et vraiment une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, pas seulement au niveau de l'administration, mais au niveau également du secteur privé. Et c'est le travail que le CEFI est en train de mener en ce moment, une enquête sur les besoins en main-d'œuvre, pour que justement on puisse identifier les besoins des entreprises, mais bien qu'on sache que les entreprises ont du mal à se projeter à plus de 2 ou 3 ans, et puis la société évolue tellement que le métier évolue également. On dit que 80% des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui, et donc il faut également qu'on puisse anticiper ces évolutions technologiques, mais également managériales, pour pouvoir intégrer nos enfants à la fin de leurs études. Vite fait, un dernier mot, quelques secondes, Fatima. Un autre sujet abordé hier en commission de l'emploi sur la suppression du 29 juin. Ça va passer bientôt aussi à l'Assemblée. Vous avez déclaré apparemment hier, 40 ans de notre population, que notre population est déboussolée. C'est réellement votre sentiment en quelques secondes? Alors, c'est pas la suppression du 29 juin qui a été... c'est le remplacement du 29 juin par le 20 novembre. Oui, enfin... pas vraiment le mot que j'ai utilisé, mais on voudrait en fait ramener nos enfants à l'essentiel, à leur environnement, et matari, leur apprendre à lever de nouveau les yeux vers le ciel plutôt que sur leur iPad, et à regarder autour d'eux pour se reconnecter à la nature et à leur culture aussi, puisque matari est avant tout un phénomène naturel lié à la levée des Pléiades, mais également culturel, parce que toute la vie de notre peuple était tournée autour de ces 2 saisons. Merci beaucoup, Madame la ministre Vanina Krolas, pour toutes ces informations. Je rappelle que la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires territoriaux en catégorie D, un sujet qui a été soulevé hier en commission de l'emploi. 1856 agents concernés pour une enveloppe de 251 millions de francs. C'est la fin de ce rendez-vous.